Shalom. On a parlé dans le cours précédent que lorsqu'on veut manger de la viande après le lait, après les attentes qu'on a dit selon les différentes opinions, il était important de se rincer la bouche. Se rincer la bouche d'après la halakha, c'est-à-dire de se débarrasser des résidus de lait qu'il pourrait avoir, c'est quinoa chadacha, c'est de manger un aliment et de boire une boisson. Mais cela parle d'une personne qui n'a pas d'espace entre les dents, ou des dents détériorées, et des dents abîmées, ou pourrait rester dans ces parties-là des résidus et qui ne pourraient pas partir par une simple consommation et une simple boisson. Donc ce sujet n'est pas réellement relevé directement dans le Shulchan Aruch, mais le frère du Maharal de Prague, dans un de ses livres, en parle et il explique qu'il est important donc de faire un nettoyage beaucoup plus yesodi, beaucoup plus profond. Bien sûr, comme on parle de Yom Tov, on parle de Shavuot, donc si on aurait été en semaine, bien sûr, on aurait pu se rincer les dents avec une brosse à dents, etc. Étant donné qu'on parle de Yom Tov, donc les gens qui sont susceptibles de saigner en se rinçant les dents, ils feront très attention de prendre, on peut prendre une brosse à dents par exemple, même Yom Tov, et même de la mouiller un petit peu, mais de faire attention de ne pas toucher aux gencives pour ceux qui ont des gencives qui sont très sensibles. Et le point qu'on veut apporter ici, c'est surtout donc de faire très attention pour ces gens-là, de faire un nettoyage beaucoup plus profond, beaucoup plus important, pour ne pas, chas v'shalom, le jour de Shavuot et même dans l'année en général, chas v'shalom, de transgresser le issur de Basar v'Chalaf sans faire attention. Il est également important de changer de nappe, puisqu'on a deux seudot. On a dit que juste après le kiddush, on va manger du chalavi, et ensuite dans le prochain repas, ce sera un repas bessari. Ça ne suffit pas de rincer, de nettoyer la nappe. On doit changer de nappe, c'est la coutume qui est respectée dans la halakha, qui est apportée dans le Shulchan Aruch. Donc bien sûr, il faut y penser ça avant la fête, d'avoir deux nappes, une nappe bessari, une nappe chalavi, pour ne pas shalom aussi transgresser sans faire attention, en laissant des résidus chalavi sur la nappe et en mangeant shalom du bessari. La veille de Shavuot, alors on prépare des chalotes, donc ça ressemble un petit peu à tous les rêves Shabbat ou tous les rêves Yom Tov. Donc il y a une question qui se pose: comment faire en sorte que nos chalotes restent parvées pour pouvoir les consommer avec de la viande. Deuxième question qui a spécialement à Shavuot, c'est que, étant donné que selon la raison du rameau, pourquoi nous on mange du chalavi à Shavuot, c'est parce que on veut rappeler les deux pains. Donc on avait mentionné le minag de faire un lechem, de faire une souda chalavite avec du pain. Donc beaucoup de gens ont cette coutume de faire des chalotes au beurre, des chalotes en vérité qui sont au laitage. Et ce minag, il est même apporté dans le Magen Avraham, dans l'Ilchot Shavuot. Donc, c'est un deuxième problème, puisque on a une interdiction formelle de faire des chalotes qui sont ou viande ou lait. À partir du moment où je fais une chala ou viande ou lait, c'est contre la halakha. Bien sûr, on va apprendre aujourd'hui les exceptions, et c'est justement le sujet pour Shavuot, de parler des exceptions, mais il faut bien retenir cette halakha qui est apportée dans le 197 du Shulchan Aruch, qui provient directement de notre Talmud, qu'il est formellement interdit de faire un pain viande ou un pain lait. C'est tellement grave que si ça se ferait même involontairement, sans connaître la halakha, et avant de le consommer, on poserait la question à un rabbin, un rav nous dirait clairement qu'il est interdit de les consommer. On ne peut même pas les distribuer d'après beaucoup de poskim à plusieurs personnes. Pour les terminer rapidement, Pachout, le pain est interdit comme un issour, comme un manger non kasher. Alors c'est donc les deux problèmes qu'on va parler maintenant. Donc on va parler du premier problème, et ça, comme ça nous aidera pour toute l'année. Comment faire que nos chalotes restent parvées? Le problème, il est très simple, c'est que premièrement, lorsque je prends
des chalotes, donc je fais une pâte et je le mets dans un plateau, donc très souvent je vais utiliser le four viande, ou bien, bon, ça peut revenir au même si c'est le four lait, dans notre cas à nous. Donc si on va rester avec un exemple, j'ai un four viande, je prends un plateau viande, si je fais des chalotes là-bas, alors il suffit déjà que mon plateau était ben yomo, c'est-à-dire que dans les 24 heures qui ont précédé le pain, la cuisson du pain, c'était, j'ai cuit là-bas, j'ai utilisé ces plateaux pour de la viande, il y aura un goût viande qui sortira à l'intérieur de la challah, même si ce ne sera pas entièrement dans toute la challah, mais au moins dans la première tranche de challah, il y aura en bas, où il y a le contact avec le plateau, il y aura pachout, du tam, bessari dans la challah. C'est sûr qu'on ne doit pas attendre 6 heures si je mange cette challah, mais je ne pourrais jamais prendre ma challah pour la manger avec du beurre. Mettre du beurre dessus, manger avec du lait, puisque ma challah est devenue bessarit. Si mon plateau n'est pas ben yomo et a passé plus de 24 heures, il est quand même interdit, d'après le rite ashkénaze, d'organiser les khatria, de savoir que ce pain, il pourrait se consommer si on pense que ces chalotes, on veut les garder pour du khalavi ou du bessari, il y aurait un problème d'organiser ça, les khatria. Bien sûr, je ne rentre pas dans les détails qui s'appellent Nadbarnat, je parle donc d'une manière générale que si on veut garder des chalotes parvées, il est conseillé déjà d'utiliser un plateau khat pa'ami qui est utilisable une seule fois en aluminium, ou bien sûr mettre deux couches, une bonne couche d'aluminium ou 2 couches d'aluminium pour s'assurer que la challah ne touchera pas le plateau. Et à ce moment-là déjà, j'aurais déjà préservé mes chalotes du problème de Nadbarnat. Ils ne vont pas devenir viande à cause du plateau. Mais voilà un deuxième problème qui pourrait venir, c'est que peut-être si dans ce four on a cuisiné de la viande, et ça arrive très souvent, beaucoup de femmes juives rentrent les chalotes dans l'après-midi de Shabbat ou l'après-midi de Yom Tov, et le matin ils ont utilisé ce même four pour faire du poulet, pour rôti, pour faire de la viande. Et donc on a rentré des chalotes 1 heure, 2 heures après, même si j'ai pris un nouveau plateau, j'ai peut-être une retombée de viande qui s'est imprégnée dans les parois du four et qui pourrait retomber sur les chalotes. Alors bien sûr c'est un très long sujet dans Yoredea, ça commence dans le Siman Tzadik Bet Sifret et dans une Chota Uvot Siman Kufret Sif Aleph et encore dans d'autres endroits. Et il y a toute une discussion, est-ce que ça existe, est-ce qu'on a une crainte que d'une challah qui est a priori sec, il pourrait s'évaporer une vapeur, pas simplement un réa, pas simplement une odeur, mais une vapeur qui pourrait monter et récupérer les vapeurs viande du poulet. Alors il faut savoir que très souvent lorsqu'on fait du poulet rôti, on fait des viandes, il y a de l'huile, donc c'est comme un tafchil, il y a vraiment du liquide, donc c'est évident, on n'a pas de doute que des vapeurs vont monter. On peut l'étudier dans les lois de l'Admor Hazaken dans l'Ilchot Pessah, Siman Tav Noel Sif Nuntet. On peut voir que dans les tafshilim, quand il y a du liquide, donc c'est évident qu'il y a de la zéa, on appelle ça la transpiration, mais on appelle ça plutôt des vapeurs. Mais concernant des aliments sans liquide ou kalvachomer, des aliments secs comme du pain, alors ça se discute. Le Pri Megadim met un doute dans son Seder Orot Anishal dans Rachaim. D'autres poskim voient que c'est évident qu'il y aurait de la vapeur. Et du rameau dans le Siman Kufret Sifalef, ça sortirait que c'est pas évident, des fois oui, des fois non. Mais puisqu'ici, dans notre cas, nous parlons d'un Lechatrila, nous ne parlons pas d'un Bediavad, puisque on veut s'assurer Lechatrila que nos chalotes ne sont pas viande, donc il est évident que d'après tous les doutes qu'on a mentionnés maintenant, il serait beaucoup mieux de ne pas rentrer des chalotes après la viande. Alors bien sûr, si on a un autre four qu'on veut utiliser, c'est un four viande, alors l'idéal, ce serait de faire d'abord les chalotes et ensuite la viande. Alors même si j'ai fait de la viande quelques jours auparavant,
je vais m'inquiéter au moins qu'il n'y a pas eu d'utilisation de viande dans mon four depuis 24 heures. À ce moment-là, je prends donc, comme on a dit, un plateau qui est parfait, un plateau en aluminium khat pa'ami, je mets mes chalotes, et là, d'après beaucoup de décisionnaires, je me suis débarrassé complètement du safek, parce que même s'il y avait de la vapeur viande qui aurait pénétré le four, eh ben, ce n'est pas du tout évident que ma chala, elle va elle aussi dégager des vapeurs pour récupérer la viande qui est dans le four, et même si ce serait le cas, ma viande aurait déjà passé 24 heures. De plus, bien sûr, je ne me suis pas allongé sur ce détail, mais il y a beaucoup de décisionnaires qui pensent que même s'il y aurait même des vapeurs qui seraient montées, le four est tellement brûlant que immédiatement les vapeurs sont carbonisées, sont complètement brûlées, et ça rajoute encore plus de éther. Il y a des opinions plus rigoureuses qui demandent même de faire une sorte de cachérisation rapide du four, c'est-à-dire que de ne pas utiliser un four viande pendant 24 heures, l'allumer pendant un petit quart d'heure, 20 minutes au maximum, et ensuite rentrer nos chalotes. C'est sûr, c'est un hidour en plus, que certains poskim disent, comme le Rav Vosner, et d'autres poskim qui disent qu'il serait bien de prendre une petite éponge mouillée pour un petit peu nettoyer, rapidement bien sûr, pas un nettoyage de fond, mais pour être sûr qu'il n'y aurait pas de saleté viande, des vapeurs qui auraient pu rester collées extérieurement et non intégrées dans le fer du four. Mais concrètement, au moins si le Ham Israël ferait attention de ne pas utiliser un four pendant 24 heures, d'utiliser un plateau qui n'est pas benyomo, c'est-à-dire un plateau qui n'est pas bessaré, qui est parvé, complètement khat pa'ami, alors là, ça serait déjà, au Hashem, un très bon de minag à instaurer dans les maisons d'Israël, y compris donc, pour la veille de Shavuot. Un autre détail, c'est le deuxième problème, c'est que si par exemple j'ai envie de faire des chalotes qui seront chalavi, parce que des chalotes viande, bon, c'est pas très courant, mais on pourra le déduire l'un de l'autre, mais des chalotes chalavi ça existe, où des personnes veulent faire des chalotes avec du chema, avec du beurre. Donc nous avons mentionné le problème de Siman Tzadik Zayin, qu'il est interdit de faire un pain qui est chalavi ou bessari, mais il y a des ouvertures. On trouve dans le Shulchan Aruch 3 ouvertures. Une, c'est de faire une quantité qui va me suffire d'après le Bet Yosef pour un seul repas. C'est-à-dire si je prépare des chalotes pour un repas, le repas chalavi, et que c'est ce qui est prévu, bien sûr, peut-être que quelqu'un n'aura pas assez faim ce jour-là, mais concrètement, il est prévu et organisé de terminer les chalotes pendant ce repas. Chalavi, c'est autorisé, puisque la quantité est tellement petite qu'on n'a pas de peur qu'on va oublier pendant ce repas que le pain est chalavi. Il y a une autre possibilité, ça c'est d'après l'opinion séfarade du Bet Yosef. Les Ashkenazim disent que s'il y a une quantité de pain qui suffit pour la journée, c'est-à-dire dans notre cas, nous, même si on aurait des chalotes pour 2 repas, d'accord, et ben pour une longue journée, ça serait autorisé, mais de toutes les manières, puisque le repas du soir est viande, donc en faisant du lechem chalavi pour 2 repas, il nous en resterait pour après la fête, étant donné qu'après la fête, on n'est pas obligé de manger du pain tout de suite, donc ça nous ferait un vrai problème. Donc il est mieux, pour éviter tout problème, même pour les Ashkénazes, de faire des chalotes chalavi pour une quantité d'un seul repas. Il y a une autre possibilité, c'est que le chalavi se voit à l'œil nu comme une pachita, c'est-à-dire que si je mets du pain avec du gruyère sur la surface du pain, donc c'est évident que là j'ai un indicateur clair qui me rappelle de ne pas transgresser, puisque je vois de mes propres yeux que le pain est chalavi. Bon, ça c'est pas très courant, donc je vais parler du troisième naï, qui est aussi facilement utilisable, c'est de faire une forme spéciale à mes chalotes. À partir du moment où je fais une forme particulière que je n'ai pas l'habitude, par exemple je vais faire un béchoula, je vais faire un triangle, ou une forme qui va me rappeler que ce n'est pas une forme normale, pour pouvoir me souvenir que dans ce pain il y a quelque chose de spécial. À chaque fois que je vais regarder ce pain, je vais dire il a une forme spéciale, ça va me rappeler qu'il est chalavi, et c'est pour ça que là on aura une autorisation bien sûr à en faire dans des plus grandes quantités.
En général, très souvent, ce qu'on voit plus, c'est le premier tnaï, c'est de faire une petite quantité pour la souda halavite, comme ça on n'a pas besoin de chercher des formes qui n'existent pas en parvé, dans un lechem parvé, et donc comme ça on n'aura aucun problème de faire du lechem halavi.